Tu me donnes le go ou pas? Vas-y. Ah putain, le goût est pas bon. Pas bon. Pas bon. Ah non, pas bon. Pense aux abonnés. Vous écoutez le podcast Nomade Digital, l'émission de ceux qui veulent prendre le contrôle de leur temps et de leurs revenus pour pouvoir vivre et travailler n'importe où dans le monde. Chaque semaine, venez discuter entrepreneuriat, productivité et voyage avec deux gars qui le vivent au quotidien. Bienvenue sur le podcast Nomade Digital, le podcast qui va manger un cafard en direct incroyable. Je suis Stan de marketingmania.fr. Et je suis Paul. Aujourd'hui, on parle de la philosophie du stoïcisme. Avant ça, Paul, il y a quelques épisodes, tu nous as parlé d'avoir acheté des cafards. Il s'avère qu'on enregistre plusieurs épisodes là d'affilée. Donc aujourd'hui, tu t'apprêtes à tester un petit peu les cafards, voir ce que ça donne? C'est ça, afin d'augmenter notre mailing list, je vais me sacrifier et manger un café en caméra. Alors, ce que je vais faire là, c'est, je viens de remarquer, il est froid. Donc, je vais aller le mettre au micro-ondes. Je vous dis, ça passera peut-être mieux. Donc, je reviens tout de suite. Je veux dire que j'apprécie énormément ton sacrifice, donc tu l'as mentionné rapidement, hein, on va pas pouvoir malheureusement mettre la vidéo dans le podcast puisque c'est un podcast, mais pour ceux d'entre vous qui s'abonnent à notre mailing list, on vous enverra un lien vers la vidéo qu'on mettra sur YouTube en non répertorié, donc vous pourrez voir vraiment à quoi ressemble un cafard, il est énorme. Et ils ont laissé les pattes, les antennes et Ah, tout. il y a tout, il y a la tête, il y a les yeux. Ah, il y a vraiment tout. En taille, ouais, c'est assez important. Euh, donc, on va y aller. Hein, il y a pas de question. C'est un peu trop chaud limite, mais bon, vas-y, c'est parti. Putain, ok. Tu me donnes le go ou pas? Vas-y. Ah, déjà mangé. Ah, le goût est pas bon. Pas bon. Pas bon. Ah non, pas bon. Pense aux abonnés. Il y a pas grand-chose à l'intérieur. Je suis agréablement surpris. Enfin, il y a pas grand-chose. Il y a pas Ah mal ouais? de vide. Par contre, c'est impossible à manger le truc. Ah ouais. Je peux passer 30 minutes à mâcher là. Putain, c'est immonde. Ça a quoi comme goût? Genre c'est amer, c'est... Non, ça a pas un goût très fort à vrai dire. Mais j'ai peut-être pas mangé le gros du truc quoi. Ah putain. Mais c'est pas un goût très fort, mais c'est quand même mauvais goût. Bon, j'espère que je vais pas m'étouffer avec un cafard, ce serait la mort la plus stupide. Allez, on est parti. Ah, c'est pire. Ouais, quel sacrifice. Putain. Je sais pas comment je ferais pour me sacrifier autant pour ce podcast. Faut que je trouve un truc encore pire que bouffer un cafard. Je sais pas ce qui est possible. Après, les mecs du Jackass, je crois qu'il me semble qu'il avait avalé du sperme de cheval. Donc, je sais pas si c'est pas encore le pire. Mais voilà, moi, faudra que je fasse ça un jour pour... Ah putain, rien que d'y penser, c'est horrible. Ah. Je vais bouffer un peu de chocolat. Bon, allez, allez. Donc, je me garde le meilleur pour la fin. Je me garde les yeux et la tête pour la fin. Ah ouais. Vraiment pas fan, pas fan. Apparemment, c'est hyper protéiné, donc j'ai intérêt à gagner du muscle. C'est ce que j'ai vu sur internet, ouais. Grosse protéine. En parlant de protéines, justement, ils en parlent souvent chez Tim Ferriss, mais maintenant il y a une entreprise, je crois que c'est des Finlandais, qui vendent des barres de protéines à base de criquet. C'est censé être un truc excellent. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais Le cricket, c'est pas mauvais pour le coup. ouais. J'ai mangé cricket, ça allait. J'ai fini, c'est bon. Totalement fini.
Donc pour tous d'entre vous qui ont envie de voir cette fameuse vidéo de Paul et de son cafard, évidemment on a coupé là une grande partie de l'audio, mais on vous mettra la vidéo que vous pouvez recevoir en vous abonnant à notre liste email parce que c'est ça le contenu de qualité qu'on vous donne. Donc vous pouvez vous abonner en vous rendant sur le site à l'adresse nomaddigitalpodcast.com. Et là, ça va vraiment booster votre business. Là, vous aurez vu des trucs de ouf. Vous n'allez pas le regretter. Donc aujourd'hui, on parle du sujet du stoïcisme, qui est une philosophie très ancienne, qui fait un petit peu un comeback, je trouve, dans la Silicon Valley en ce moment, ou en tout cas dans le milieu de l'entrepreneuriat, qui a un peu un intérêt renouvelé. Je pense qu'on a tous les deux été un peu touchés par cette dynamique. Je voudrais commencer par savoir comment est-ce que toi, tu as été exposé pour la première fois à cette philosophie. Je pense, déjà la toute première fois, c'était Méditation, que j'ai lu donc de Marc Aurèle, que j'ai lu il y a un sacré bout de temps, il y a 4-5 ans maintenant, mais j'avais pas vraiment fait le rapprochement avec le stoïcisme. Et du coup, j'ai redécouvert ça il y a un peu plus récemment, peut-être il y a un an. Euh, et pour moi, c'était vraiment dans l'idée de... Je pense qu'il y a un problème pour beaucoup de gens, pas que moi, c'est un peu l'esprit sans repos, en fait. L'esprit qui est toujours stimulé, qui va d'un truc à l'autre. Tu vois, ça manque un peu comment dire, de sérénité, un peu frénétique. Et donc, j'ai essayé plusieurs choses et pour moi, le stoïcisme a été ce qui a le mieux fonctionné. J'ai essayé plusieurs choses pour éviter ça. C'est par exemple, notamment tout ce qui est négatif. Tout simplement ignorer, c'est pas y penser, ça fonctionnait pas. J'ai essayé aussi d'avoir tu sais, un peu l'aspect tu vois, positiver sur les choses négatives, voir le positif à tout prix. Ça non plus, j'ai pas vraiment réussi. Et donc, du coup, juste accepter les événements qui soient positifs ou négatifs de façon un peu plus neutre, ça a été ma solution à justement acquérir un peu plus de sérénité. Moi, j'ai été je crois que la première fois que je me suis intéressé à ça, ça venait de Tim Ferriss, encore une fois, qui est lui-même un grand adepte de la philosophie stoïque, et il m'avait envoyé sur les lettres à Lucilius. Première chose qui m'avait marqué dans les lettres à Lucilius, c'est que ça a été écrit il y a 2000 ans, mais tu as l'impression que c'est ultra moderne. Et en fait, ce qui est marquant là-dedans, c'est que c'est une philosophie qui est très ancienne, mais elle est très concrète, très pratique, très applicable. Et surtout, les éléments qui C'est sont ça, intéressants dans le je pense que stoïcisme. c'est important de le noter, c'est que quand on va au lycée, on étudie certaines philosophies, et c'est justement, ouais, c'est très, comment dire, théorique, quoi. Enfin, c'est l'impression que tu as. Alors que le stoïcisme, c'est concret, Ouais. ça a vraiment une application directe sur la vie, et ça, c'est très agréable, je pense. Et je suis étonné il me semble qu'on l'étudie pas. Soit j'écoutais vraiment pas, mais il me semble qu'on l'étudiait pas du tout au lycée, le stoïcisme. Moi non plus, il me semble pas Et du c'est tout un en peu avoir entendu dommage. parler, et c'est vraiment dommage. En fait, une des raisons pour laquelle on l'étudie assez peu, c'est parce que il s'inscrit pas très bien dans l'histoire philosophique. L'histoire philosophique de la conscience, des valeurs, etc. Le stoïcisme a un peu une place à part là-dedans. Il n'est pas vraiment, tu vois, aussi canonique qu'un truc comme Platon. Et donc, du coup, la philosophie au lycée est surtout intéressée par ces histoires de grandes théories du monde, et le stoïcisme, qui est une philosophie très pratique, finalement assez simple, assez basique dans son application, et pas aussi intéressante à étudier de façon académique, mais elle est beaucoup plus intéressante à appliquer dans la pratique. Une des meilleures façons que j'ai trouvé pour définir ce qu'est le stoïcisme et quel rôle il peut jouer dans ta vie vient encore une fois de Tim Ferriss. Parce que Tim Ferriss, il explique que pour lui, le stoïcisme, c'est un système d'opération pour ton esprit. Donc c'est une façon de voir le monde, c'est une façon de fixer des priorités, c'est une façon de prendre des décisions, voilà, un filtre qui te permet d'interpréter les événements de ta vie, les décisions que tu prends, etc. Et ça vraiment pour moi c'est la meilleure façon de définir le rôle que peut avoir le stoïcisme dans ta vie. Donc c'est quelque chose de très concret qui s'applique dans tes actions, dans tes décisions au quotidien. Tout à fait d'accord. J'ai noté que tu avais lié ça au bouddhisme et autres sagesses ancestrales. C'est vrai qu'il y a des éléments dans le stoïcisme et qui se retrouvent si tu t'intéresses au domaine du zen. Justement, moi, je m'étais intéressé en étant plus jeune à tout ce qui était zen et bouddhisme, etc. Et j'avais un gros problème avec le zen, c'est qu'il y avait des bonnes idées et je pense que ça t'aidait à devenir plus
ça t'aidait à accepter les choses qui s'entourent. Le problème, c'est que cette philosophie au cœur du truc était entourée par un truc mystique à la con. Enfin, moi, personnellement, ça me rendait fou quand le mec il t'expliquait en zen la bonne façon de t'asseoir, les dieux, les esprits, les machins, et qui fait partie de ces religions, hein, quand même. Et tout ça, moi, j'étais totalement réfractaire à cette partie. Et du coup, même les choses qui auraient pu m'aider, j'arrivais pas à les prendre parce que autour, il y avait tout un tas de superstitions, etc., qui me posaient problème. Et ce qui est absolument pas le cas du tout dans le stoïcisme. Alors que pourtant, les gars qui l'ont écrit, bah, ils étaient quand même. Enfin, ils vivaient dans un monde primitif, ouais, ils croyaient aux dieux et tout. Croyant les dieux, ouais. Et justement, ce qui est marrant, c'est que que les dieux romains ou grecs, dans les deux cas, c'était pas des stoïques, tu vois, c'était très émotionnel, quoi. Ouais. Donc c'est assez marrant comme idée. Mais ouais, là, j'ai parlé ouais, du bouddhisme et autre sagesse ancestrale, c'est un peu. C'est une- Mais en gros, tu retrouves un peu ce principe, toi, de laisser passer les événements sans y réagir, notamment émotionnellement. Tu le retrouves dans pas mal de cultures comme ça, et je pense que des cultures, des fois, qui n'ont pas vraiment été en contact. Et je pense que c'est un bon indicateur que toi, il y a une certaine vérité à ça, quoi. Une certaine vérité, en tout cas, pour vivre de façon. Je pense vraiment, pour moi, vraiment une question de sérénité, quoi, une question de contentement. Je me rends compte qu'on n'a pas très bien défini ce qu'était concrètement le stoïcisme. C'est vrai que euh, ça rassemble un ensemble d'idées d'attitudes par rapport au monde. Je pense que la meilleure façon de vraiment pouvoir expliquer ce que nous on a retiré, c'est de parler de différentes idées précises qui font partie de ces idées qui viennent de ces auteurs. Donc en gros, les gros auteurs du stoïcisme, c'est Marc Aurèle que tu as mentionné, Sénèque que j'ai mentionné, et il y en a un autre qui est Épictétus, qui était un esclave et qui a écrit des textes sur ce sujet-là. Il y en a eu d'autres, mais la plupart des autres n'ont pas laissé beaucoup de textes. Donc eux, c'est des gros auteurs qu'on peut lire et qui donnent un ensemble de conseils concrets. Et c'est marquant de voir que Sénèque écrit principalement sous forme de lettres. Donc c'est un ensemble de lettres, chaque lettre a un sujet. Marc Aurèle écrit des entrées essentiellement dans un journal qui tient pour lui-même. Donc on a encore une fois une collection d'idées à chaque fois. Pas forcément une grande théorie unifiée, je trouve, mais plus un ensemble de conseils. Donc je voudrais voir ensemble comment est-ce que on a appliqué certains de ces conseils concrets pour peut-être donner un sens aux auditeurs des bénéfices qu'on a pu en tirer. Moi, la première chose que j'ai commencé à faire, c'est quelque chose que j'ai tendance à faire, c'est ignorer les choses négatives. Tu vois, essayer de pas y penser, faire un peu l'autruche. Et donc, ce que j'ai commencé à faire justement, c'est voir les choses. Tu vois, par exemple, imaginons que j'ai reçu un avis négatif sur Amazon. Toi, c'est une sensation désagréable. Et plutôt que d'essayer d'ignorer, de pas y penser, je vais regarder l'avis négatif. Je vais laisser passer un peu le sentiment, tu sais, le sentiment, ça peut être de colère ou de tristesse, c'est un peu exagéré, mais toi, ou de frustration. Et toi, laisser passer le sentiment et ensuite regarder cet avis négatif de façon juste neutre. Tu vois, c'est un avis négatif, c'est arrivé, c'est tout. Ça a pas forcément avoir un impact sur mon état émotionnel. Et après, ça peut s'appliquer vraiment à toutes sortes de choses. Si vous recevez, si quelqu'un vous a contrarié, vous pouvez faire pareil. Si vous avez fait une vidéo YouTube qui a fait moins de vues que vous espériez, pareil, juste regarder le compteur de vues et voilà, laisser passer les émotions et ensuite regarder ça de façon neutre. Et c'est vraiment c'est un vrai soulagement pour le coup. Et du coup, ce que ça te permet à faire, et c'est important, je pense, dans le domaine du business, c'est que ça te permet de prendre du feedback négatif et à ne pas l'ignorer, donc à le prendre en compte et à pouvoir ajuster tes actions sur la base de la réalité, mais sans te déprimer en fait. Et ça te permet d'échapper un peu ce piège qui est de te dire euh, je dois tout le temps être optimiste et je dois toujours voir le bon côté des choses. Si tu te forces toujours à voir le bon côté des choses pour rester motivé, en fait tu risques d'ignorer des éléments importants, des erreurs, tu risques d'ignorer des risques, parce que tu as peur de diminuer ta positivité. Moi, c'est une erreur que j'ai fait au départ, où voilà, j'ai fait des erreurs qui étaient évitables, parce que j'essayais de voir uniquement le bon côté des choses. Et le stoïcisme te dit, ok, tu peux voir le bon côté et le mauvais côté des choses, sans forcément te laisser affecter dans tes actions. Effectivement, et en matière de business, c'est très très important. Et ça permet d'éviter notamment de manière générale, en matière de décision, je pense que les émotions, c'est vraiment ce qui est le pire. Euh,
Et je pense qu'il y a deux, en tout cas pour moi, il y a deux gros dangers. C'est justement ce genre d'émotion. Et il y a aussi quelque chose, je sais pas, qui t'affecte et qui n'est pas vraiment lié au stoïcisme pour le coup, mais c'est la fatigue. C'est-à-dire que quand je suis fatigué, mon sens du jugement est catastrophique. Et quasiment toutes les grosses erreurs que j'ai faites, c'est soit parce que justement j'étais fatigué, soit parce que je me suis laissé influencer par une émotion négative ou même positive, hein. Tu peux devenir trop enthousiaste et ensuite, euh, encore une fois, faire une erreur. Et à ce niveau-là, en business, je pense garder justement la tête froide. Généralement, on appelle ça garder la tête froide. Mais fondamentalement, ça veut dire ne pas, quels que soient les événements, les regarder de façon neutre. Une des choses, moi, qui m'a particulièrement marqué chez Sénèque en particulier, c'est que Sénèque te dit tes émotions viennent en particulier de la peur, et ta peur vient du fait que tu imagines les conséquences des choses. Donc, par exemple, tu as peur d'échouer dans ton business, tu imagines, ah putain, ça va être horrible si j'échoue, je vais plus avoir de thunes, tout le monde va se foutre de ma gueule, donc tu as toutes ces peurs qui se trouvent là. Et l'idée de Sénèque, c'est assez intéressant, c'est qu'il te dit de pratiquer ta peur. Donc en gros, Sénèque, ce qu'il faisait, c'était que c'était un mec super riche, avec un gros statut à Rome, et il y a certains jours, chaque mois, il se consacrait à porter des habits de pauvres, manger de la nourriture de pauvres, et vivre de toute façon comme quelqu'un qui était pauvre, et se dire à la fin de la journée, bah écoute, j'ai vécu une journée comme un pauvre, j'ai vécu 2 jours comme un pauvre, et au final, je suis toujours vivant. Et en fait, il a essayé de s'entraîner de façon très concrète à différentes sensations négatives, de façon à ne plus redouter ces sensations dans sa vie quotidienne. Et il en tirait des bénéfices qui restaient avec lui. Et une des façons dont moi j'ai appliqué ça, c'est en particulier avec la douleur physique. Donc par exemple, aujourd'hui, tu es nomade digital, tu bosses sur ton ordi, etc. Tu as une vie qui est très isolée de la douleur en un certain sens. Si tu veux vivre une vie tranquille et sans douleur et confortable, si tu veux vivre dans le confort, c'est pas très difficile et c'est faisable. Mais du coup, si tu vis dans le confort comme ça, tu auras toujours une hantise de qu'est-ce qui se passe si mon confort disparaît, qu'est-ce qui se passe si les choses s'écroulent, qu'est-ce qui se passe si je dois revenir dans la douleur. Et en particulier, moi, c'était l'exercice physique, le sport. Je cours beaucoup. Et la course, c'est une bonne façon de te confronter à une certaine douleur, tu vois, et te dire continuer malgré que ça fasse mal. Et au final, tu te dis, c'était pas si mal que ça, quoi. Tu t'es confronté à un obstacle que tu as pu surmonter, ça te renforce dans le reste de ta vie. C'est pour ça que j'envie pas les enfants de riches. Parce que je pense que ça doit être un truc. Si tu as vécu toute ta vie dans le luxe, ça doit être assez terrifiant, toi. Moi, j'ai pas vécu dans la misère, mais par contre, j'ai vécu en coloc où tu as une petite chambre et on partage à 10 la salle de bain. Quand je suis parti aux Philippines, pareil, je vivais sur 500 euros par mois. Donc, tu vois, je me dis, dans le pire des cas, je serais prêt à vivre à 500 euros par mois. Je sais que c'est pas si terrible. Quand je le faisais, j'étais tout à fait heureux, il n'y avait pas de souci. Et à ce titre-là, c'est vrai que du coup, si tu n'as pas par toi-même cette expérience, je pense qu'il faut se la créer, effectivement. Et notamment, moi j'ai un truc bizarre, j'ai une obsession récemment, c'est de passer une journée en tant que clodo. Genre vraiment, parce que je pense que c'est vraiment là le plus bas où tu peux arriver en termes de confort, c'est vraiment passer, notamment en hiver, passer une nuit dans la rue. Bon, faire gaffe de pas mourir non plus, mais je pense que c'est le plus bas que tu puisses arriver et je vois pas ce qui peut après te faire peur si tu te rends compte que t'as pas si mal vécu ça. Euh, donc je vous dirai dans quelques mois si j'ai vraiment essayé ou pas. Moi, j'ai déjà eu une expérience similaire à celle-ci, mais par contre, c'était en été et ça a duré qu'une journée. Mais il y a un été où j'étais parti faire un espèce de jeu de rôle dans une grotte et c'était horrible parce qu'on devait tous dormir dans la grotte et c'était ultra oppressant pour moi. Donc j'ai décidé d'arrêter et de me casser de la grotte et donc du coup je me retrouve dans un village, j'avais aucun argent, j'avais aucun contact, je savais pas du tout où j'étais et tout. Enfin j'avais un petit peu d'argent, tu vois, mais j'avais juste l'argent dans mon portefeuille et c'est pas comme si dans le village tu peux aller à l'hôtel, tu vois. Donc j'étais un peu, j'avais rien du tout, j'avais juste les habits que C'était où j'avais ça, dans sur le quel dos. pays? C'était en France. D'accord. Mais c'est dans un petit village français, tu sais, dans le centre de la France. Et du coup, je me retrouve là dans le village, rien à faire pendant plus d'une journée. Et donc, je marchais, je m'asseyais sur des bancs, je regardais le truc. Voilà, je faisais rien. Et pendant une journée, j'étais vraiment en flottement complet, tu sais, sans téléphone, sans ordinateur, sans rien à faire, sans personne à qui parler. J'avais un petit peu d'argent, hein, j'avais de quoi acheter de la bouffe, mais sans vraiment d'endroit où aller.
complètement en flottement. Et, euh, et je l'avais assez bien pris à l'époque. Je me souviens, j'écrivais dans mon petit carnet parce que j'avais rien d'autre à faire. Et Je pense que c'est un autre aspect du stoïcisme, et justement de se créer un peu ces galères ou d'avoir des galères, c'est que ça forge vraiment ta confiance en toi, vraiment fondamentale, quoi. mais là, Euh, du coup, on revient vraiment sur cette idée du nomade digital. Parce que je voudrais mentionner le lien entre stoïcisme et nomade digital. L'idée que tu t'es nomade digital, tu vas forcément faire face à des challenges, à des difficultés. Tu as parlé aussi une fois de quand tu avais plus d'argent en Thaïlande et qu'il a fallu attendre quelques jours pour que ton argent revienne, mais il y a toutes les histoires de ton avion est annulé, ton hôtel est pourri, tu dois te déplacer, tu fais face à des imprévus, à des difficultés. Tu dois garder un esprit relativement souple par rapport à ça, de façon à pas te laisser trop balloter dans tes émotions. et justement, après avoir vécu ces difficultés, enfin moi, à chaque fois, j'ai vraiment tu vois, une confiance en mes capacités, justement ma capacité à résister ce genre de truc qui est augmentée et qui reste, tu vois. Il y a beaucoup de confiance, genre tu as un succès en business, ou je sais pas, voilà, tu te retrouves en couple avec la personne que tu veux. Euh, Ce genre de truc, c'est assez temporaire, en fait. Moi, j'ai toujours trouvé ça assez temporaire. Par contre, les galères auxquelles tu bon, entre guillemets, survécu, ou peut-être tu t'es même surpris toi-même, ça, c'est des trucs qui restent à vie, je pourrais pas dire, mais en tout cas, qui restent sur le long terme. Hmm. Un autre élément du stoïcisme que moi j'ai vraiment appliqué dans ma vie quotidienne, c'est l'idée de devenir confortable avec un certain niveau d'incertitude. Il fut un temps où j'avais besoin de tout savoir, j'avais besoin d'avoir des certitudes, d'être sûr de ce qui allait se passer ou de ce qui allait pas se passer. Et au final, dans la vérité, ben, tout simplement, tu sais jamais vraiment ce qui va se passer ou ce qui va pas se passer. Voilà, tu sais pas tout simplement. Et j'essayais toujours de pouvoir prédire ou de pouvoir calculer ou de me convaincre que les choses allaient se passer d'une certaine façon parce que ça me rassurait d'avoir des certitudes. Et pour moi, le fait d'exister dans un état où tu sais pas trop ce qui va se passer, où tu as une quantité d'incertitude par rapport à ton futur, là où tu vas être, là où tu vas aller, ce que tu vas pouvoir accomplir, ce que tu ne veux pas pouvoir accomplir, les opportunités qui vont arriver, etc. Le fait de pouvoir maintenir une flexibilité par rapport à ça et le fait de pouvoir être à l'aise avec le fait de ne pas savoir, ça m'a beaucoup aidé à être plus intelligent dans ma stratégie et dans mes calculs. Et ça, c'est quelque chose qui est directement attribuable aussi à Sénèque en particulier. Ça t'évite d'avoir cette contrariété immédiate qui t'empêche de rapidement prendre la bonne décision. Je sais pas si tu as déjà été confronté à ça, où tu as un plan parfait qui te semble parfait, il y a un truc négatif qui arrive, et toi, là, tu es un peu bloqué, voire même tu vas prendre la mauvaise décision parce que tu étais trop Ouais, ouais. dans ton idée de tout allait être parfait. Et ça, que ce soit en termes de business ou en termes de nomade digital, faut être capable de rapidement se dissocier de ça et accepter les nouvelles circonstances. Et ça, c'est un grand effet aussi, un grand effet. Exactement. J'ai vu que tu avais noté dans le document quelque chose sur les douches froides, qui est aussi quelque chose que moi j'ai fait. Comment est-ce que tu utilises la douche froide? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et quel est le lien surtout avec le stoïcisme? Alors moi, pour le coup, je me suis mis à la douche froide il y a longtemps, avant même de penser en tout, parce que j'avais lu un article comme quoi c'était positif. Toi, que ça te donnait l'énergie le matin, que tu partais du bon pied, ainsi de suite. Il n'y avait pas vraiment l'aspect stoïcisme, en fait. Euh, et c'est après que j'ai compris l'aspect plus stoïque, notamment dont Tony Robbins parle. Alors, Tony Robbins, il a ce qu'on appelle un ice bath, donc un bain à glace, j'imagine, un bain gelé. Ouais, donc en gros, ouais, il met directement des sacs de glaçons dans son bain, en C'est fait. ça. Et en fait, ce qu'il fait, c'est que tous les matins, il va dedans. Et en fait, la raison pour laquelle il fait, c'est que comme ça, tous les matins, il se prouve à lui-même qu'il sera capable de faire ce qu'il a pas envie de faire. Même s'il a pas envie de le faire, il le fera parce que voilà, il l'a fait pour le bain glacé, il le fera s'il y a un autre problème au cours de la journée. Et je pense que cet aspect-là est très, très important. Et la seule truc que je dirais par rapport à la douche froide, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus physique que mental, en fait. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est-à-dire que la première fois que je suis allé dans la douche froide, genre, je me suis mis, je pouvais plus respirer. C'était ingérable totalement. Et je me suis dit, c'est pas possible. Et j'ai dû partir parce que j'arrivais plus à respirer. Je me disais, putain, pourtant, comment ça se fait que j'y arrive pas, alors qu'il y a plein de gens qui arrivent. Et en fait, c'est vraiment, t'habitues ton corps et au bout de la septième douche froide, ça deviendra beaucoup plus facile. C'est pour ça que je pense que si tu veux garder cet aspect un peu, comment dire, cet aspect un peu plus, voilà, te prouver à toi-même que tu es capable de faire ce que t'as pas envie de faire, je pense qu'il faut le faire plus occasionnellement. Notamment un matin, si tu te sens un peu mal, peut-être la première chose à faire, c'est directement aller prendre une douche froide pour te prouver voilà, que tu en es capable et que ta journée va bien se passer. Tu vas affronter
les difficultés avec enthousiasme. Donc toi, tu le fais tous les matins ou tu le fais de façon occasionnelle au cas de Non, besoin? occasionnel, je pense que c'est environ 1 à 2 fois par semaine. Parce que j'ai vraiment remarqué, si je le fais tous les matins, les 5e fois d'affilée, je le ressens même plus, quoi. Alors, je sais pas si c'est propre à moi, mais l'efficacité, enfin, la douleur ressentie est très différente. Je pense que c'est quelque chose de normal, ton corps s'adapte. La dernière chose que je voudrais mentionner là-dessus, euh, c'est lié à ta mortalité. Les stoïques ont toujours une réflexion sur le fait que tu vas mourir à un moment donné, et la question de savoir quelle conclusion est-ce qu'il faut en tirer et comment est-ce que ça doit affecter tes actions. Euh, et pour eux, se souvenir que tu vas mourir, c'est quelque chose de positif qui te permet de prendre les meilleures décisions, d'être une meilleure personne, de mieux faire les choses et de comprendre ce qui est vraiment important. Et moi, c'est quelque chose qui m'a pas mal affecté, de se dire que penser à ta mortalité, c'est pas tu as quelque chose de déprimant. C'est quelque chose qui te permet au quotidien de garder la perspective et de garder l'appréciation de ce que tu as. Euh, et c'est une idée qui est très ancienne. En latin, ils appelaient ça memento mori. Tu sais, quand il y avait des peintures à la Renaissance où tu as toujours un crâne dans les natures mortes, c'était la même idée. C'était l'idée que c'est important et c'est sain et c'est utile de se souvenir au quotidien qu'à un moment donné, tu vas mourir. Effectivement, et de Simon Montaigne qui en a beaucoup, beaucoup parlé et qui arrivait un peu aussi à cette conclusion qu'il faut se confronter à la mort, faut pas essayer de l'ignorer et il faut s'en servir justement pendant qu'on est vivant. Ce qui est assez intéressant, est-ce que moi je fais pas, j'ai tendance un peu à l'ignorer. Je sais pas si je sens que ça commence à se casser ça. Tu sais, on le dit souvent, et je pense que c'est très vrai, c'est que notamment peut-être l'âge de, je sais pas, remarque gamin, t'en faut aussi un peu, mais 14, peut-être 14, 25 ans, tu te sens un peu invincible. Et ça commence à diminuer. Maintenant, je commence à avoir le vertige, par exemple, ce que j'avais pas avant. Physiquement, je suis beaucoup moins. Après, justement, courageux, c'est le mot émo, mais je suis beaucoup moins. Je prends beaucoup moins de risques. Donc ça, je pense que c'est aussi un truc qui arrive avec le temps. Et toi, t'as conscience de ta propre mortalité ou pas? Si tu veux, j'essaie ouais, j'ai conscience et surtout j'essaie de me le rappeler, d'y penser et de me dire qu'est-ce que ce fait doit avoir comme impact sur mes actions. Tu vois, ça fait partie de ces phrases ou de ces éléments ou de ces réflexions que j'essaye de susciter de façon régulière, en général par les questions que j'ai notées dans mon journal où j'essaie d'y réfléchir. Est-ce que tu as un exemple récemment où ça a participé à une décision que tu as prise? Ben, si tu veux, c'est plus par rapport à la façon dont tu vas réfléchir aux choses qui sont importantes. Très récemment, il fut un temps où j'étais assez distant par rapport à ma famille en particulier, parce que je sais pas, j'avais toujours autre chose à faire, j'avais des trucs plus importants, etc. Et dans disons, dans les 12 derniers mois, j'ai de plus en plus été sensible au fait que les choses allaient se finir et le temps était limité. Et le temps que tu as avec Donc tes c'est pas que par grands-parents ou rapport à ta avec ton propre mort, frère, c'est c'est. aussi la mort des autres, ça. Ouais, mais il y a vraiment une prise de conscience là et qui te remet en question quelles sont les choses qui sont vraiment importantes, tu vois. Et par exemple, est-ce que réussir dans le business, au final, ça sera si important parce que quand tu meurs, tout le monde va au même endroit. Et Et j'ai l'impression que c'est vraiment mécanique, ça, pour le coup. Je pense que c'est marrant parce qu'il y a beaucoup de gens, quand ils deviennent nomades digitaux, justement, ils coupent un peu les ponts avec leur famille. Et en fait, je pense que ce qui est un peu ironique, ouais, on peut dire que c'est ironique, c'est que je pense, en tout cas, moi, je l'ai ressenti, c'est presque que je leur parle pas parce que de base, je ressens une certaine culpabilité, tu vois. Du coup, c'est encore une fois, c'est essayer d'ignorer le négatif, tu vois, ne pas y penser. C'est-à-dire, si je fais l'autruche, tu vois, je suis pas coupable de ne pas penser que ouais, je suis pas présent avec eux, ainsi de suite. Et je pense que ouais, c'est effectivement quelque chose. Je commence à avoir un peu cette réalisation-là aussi. Et, et toi, tu as cette réalisation après combien de temps d'être nomade digital? vis-à-vis de ma famille, Ouais, vis-à-vis de ta famille. très, très récemment sur les 6-8 derniers mois, tu vois, donc ça m'a pris 2 ans, 2 ans et demi. Est-ce que tu as. On sort un peu du sujet, je pense que ça peut être intéressant par rapport à beaucoup de monde. Est-ce que tu ressens un manque par rapport à ta famille? Est-ce que ta famille te manque? Non, je ressens pas de manque, mais je ressens un sentiment de ne pas faire mon devoir, tu vois. On est On peut appeler exactement ça de la pareil. culpabilité. Et ça, je Mais pense j'ai que pas la de manque. majorité des gens n'ont pas de manque. En fait, tu t'habitues, en fait. Vraiment, tu t'habitues. Mhm. Et je pense que fondamentalement, que ce soit ta famille ou ma famille, je pense pas qu'ils nous.
qu'on leur manque vraiment, en tout cas de façon je dirais quotidienne, quoi. C'est la vie s'adapte sans toi, Je suis sûr que le matin, ils se disent non, Paul n'est pas là, c'est mon ça. Dieu. Ils ont rêvé la nuit de toi et tout, hein. Mais c'est vrai que la vie, voilà, une fois que tu pars de la maison, la vie s'adapte sans toi et puis elle, elle continue et je pense qu'on s'habitue. Et ce qui est une force en même temps, c'est tu dis, c'est pour ça aussi que tu pouvais partir pour un voyage, faire un voyage en Inde pendant 3 ans parce que ce manque-là était pas handicapant, quoi. Ouais, mais par exemple, tu vois, sur mes derniers mois où j'étais à Ho Chi Minh, là, j'ai essayé de faire vraiment des efforts pour tous les dimanches, appeler tout le monde, tu vois, faire le pas, tu vois, faire la démarche, faire l'effort. Parce que bah, je suis pas en Inde dans la cambrousse, tu vois, je suis totalement disponible et il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir y consacrer un peu de temps. Et j'ai regretté de ne pas avoir plus tôt fait cette réalisation et plus tôt fait cette démarche, tu vois, et faire cet effort-là. Parce que ça permet de renforcer les liens et au final, tu t'aperçois que c'est quelque chose qui est important dans ces moments-là où les gens sont malades, où les gens ont des accidents et tu te dis, putain, si cette personne devait mourir maintenant, je regretterais de ne pas avoir fait plus. Donc voilà, conseil peut-être à ceux qui partent et qui sont un peu. Je pense que aussi l'esprit, quand tu pars, t'es un peu en rupture, tu vois, t'es un aventurier, tu vas tout seul Ouais, face ouais, à bien sûr, l'adversité, bien sûr. tu laisses un peu tout ce qu'il y a derrière, mais c'est pas incompatible. Tu peux garder un lien en étant vraiment indépendant. Exactement. Et ça, je pense que c'est plus par rapport à peut-être à ceux qui ont peut-être notre âge un peu plus jeune qui partent, garder ça à l'esprit. Parce que je le remarque que systématiquement, tous les, en- c'est aussi le cas même pour ceux qui sont pas nomades digitaux, les entrepreneurs, c'est un peu le même esprit aussi. Si tu pars créer ta boîte tout seul, t'es un guerrier, tu laisses un peu ce qu'il y a derrière. Et toutes les personnes à qui j'ai parlé, c'est toujours une réalisation qu'ils ont fini par avoir, c'est que ils ont un peu négligé leur famille, leurs proches. Euh, on est parti très loin du stoïcisme, mais en même temps, c'est un peu le lien encore une fois avec, euh, avec la mortalité. Bah, revenons justement sur le stoïcisme, parce qu'à chaque fois on parle de ces idées, de ces philosophies, le but c'est pas de les comprendre uniquement d'un point de vue intellectuel, le but c'est pouvoir les réaliser leurs conséquences et pouvoir les mettre en pratique au quotidien. Je voudrais passer un petit peu de temps à discuter des façons dont on a pu pratiquer le stoïcisme, des façons dont on a pu, euh, euh, dans notre vie, implémenter ces concepts et comment est-ce qu'on peut les renforcer au quotidien. Moi, j'ai souvent parlé de mon système de journal, de mon système de questions, de la liste de questions que je me pose chaque semaine, la liste des questions que j'ai tous les 90 jours pour évaluer mon comportement et pour évaluer mes plans et pour penser à mes objectifs. Évidemment, le stoïcisme est vraiment important dans la façon dont ces questions et de la façon dont ces éléments-là ont été conçus. Quels sont les autres éléments pour toi qui t'ont permis voilà, de mieux absorber cette philosophie dans tes actions et dans tes décisions? Moi, ça a été de respecter les engagements que j'ai pris envers moi-même. Euh, Ce qui était un de mes gros problèmes, en fait. Et je suis toujours pas parfait à ce niveau-là. Mais c'est vraiment l'idée. Si aujourd'hui, je décide, par exemple, je sais pas, demain, j'écris un article. Demain, peu importe mes émotions, peu importe mes sentiments à ce moment-là, tu vois, je me suis engagé hier pour écrire un article, j'écrirai un article. Il y a pas, il y a, tu vois, il y a même pas la phase est-ce que je devrais le faire, est-ce que je devrais pas le faire. Je le fais. Il y a pas de question. Et ça, c'est vraiment un entraînement un peu de tous les jours. Et pour le coup, j'ai ressenti des progrès assez importants vis-à-vis de ça. Euh, et t'as besoin de le faire pour hier à demain, tu vois. Tu peux le faire. Aujourd'hui, je vais à la salle de sport. Après ça, il n'y a plus aucun débat. Il n'y a plus aucune discussion dans 2 heures. Ouais, est-ce que je me sens pas bien, machin truc. La discussion est finie et t'y vas quoi qu'il arrive. Tu passes un peu en mode robot, en fait. Euh, donc moi, ça s'applique à vraiment tout et ça a été un truc. Et ce qui est assez important aussi, c'est que tu gagnes un certain respect envers toi-même, justement d'être capable de tenir tes engagements à toi-même. Donc je sais pas, est-ce que t'as un peu un système un peu similaire ou autre chose? Euh, j'ai aussi, c'est une idée qui m'a beaucoup frappé dans le sens où si tu veux réussir en partie dans ce qu'on fait, tu dois apprendre à gérer ces éléments-là. C'est quelque chose sur lequel je suis encore très imparfait, en particulier parce que j'ai tendance à fixer des objectifs qui sont irréalistes. Euh, et j'ai travaillé dernièrement à me dire, est-ce que le fait j'essaye de faire trop n'a pas un impact négatif dans le sens où j'arrive jamais à finir? Et j'ai essayé de mieux réfléchir à combien de temps doit prendre chaque tâche de façon à pouvoir fixer des objectifs chaque jour qui soient mieux réalisables. Ceci dit, je ne suis pas encore au niveau où
j'ai accompli 100% ou même 90% des objectifs que je me fixe. Donc je suis imparfait là-dessus, je suis, disons, meilleur sur des choses de moyen terme, tu vois, sur mes objectifs de 90 jours. Une fois qu'ils sont fixés, je vais continuer à les poursuivre. Ah, mais les objectifs, c'est plus compliqué. Moi, je parle vraiment de tâches précises, qui est là où j'arrive. Toi, donner une tâche à une certaine heure, j'y arrive. Des objectifs plus généraux, c'est plus compliqué, effectivement, je trouve. Mais encore une fois, voilà, moi, quand je note mes objectifs pour le lendemain, je vais rarement réussir à accomplir chacune des tâches que je me suis fixées. En général, l'élément que je cherche à, euh, à maintenir, c'est l'ordre dans lequel je vais faire les tâches. Parce que souvent, il y a un truc que j'ai pas envie de faire, et donc je vais faire autre chose à la place. Et donc, moi, la discipline que j'essaie de me fixer, c'est si cette tâche, je l'ai mis en numéro un, je commence par ça, quoi qu'il arrive, je commence par ça et je passe à la suite. Ce qui me permet de me dire peut-être que je vais pas tout finir, mais au moins j'aurai fini le plus important. Yes. Et aussi, tu mentionnes la méditation, donc à quel point ça t'aide. Voilà. Donc la méditation, c'est vraiment le fait de prendre un peu de temps et de regarder à l'intérieur de toi quelles sont tes émotions et en quoi est-ce que t'es affecté par tes émotions, etc. Et en fait, la méditation en elle-même, les gens se disent, tu vas méditer et tu vas revenir et tu vas être le Bouddha, tu vas être trop zen et déstressé, etc. Pour la méditation, c'est pas du tout ça. Pour moi, c'est une pratique, c'est comme faire de la muscu. Tu fais pas de la muscu pour faire de la muscu, tu fais de la muscu pour être plus fort et en meilleure santé, etc. Et la méditation, c'est de la muscu, mais pour ton esprit. Et en fait, ce que tu pratiques, c'est avoir un détachement par rapport à toi-même, à tes émotions, et savoir observer tes pensées, tes émotions, etc. Et donc, en fait, en méditant, tu pratiques au quotidien le fait de pas te laisser emporter par des émotions, le fait de pouvoir te dire, ok, est-ce que je peux analyser ce qui se passe, est-ce que je peux prendre un détachement, est-ce que je peux mettre les choses en perspective. Et si tu fais ça chaque jour, tu pratiques chaque jour, et bien quand il se passe un truc dans ta vie où tu as une difficulté, où quelqu'un te contrarie, où tu es en colère, où tu es fatigué, où tu es stressé, où tu as peur, et ben tu auras l'outil, tu auras la compétence, tu auras la discipline de prendre un pas en arrière, de prendre un peu de recul, de voir les choses de façon plus détachée. Et moi là-dessus, j'utilise l'application Headspace, et justement, c'est drôle parce que en ce moment, donc Headspace te donne des petits packs, en fait, en général, c'est entre 10 et 20 jours. Donc, tu fais des méditations avec un thème pendant 10 jours. Et en ce moment, j'ai commencé récemment la méditation sur le thème du fait d'accepter les choses, donc acceptance en anglais. Et en fait, il te pose la question et il te fait qu'est-ce que je suis en train de résister? Et pendant 5 minutes, tu poses la question, mais c'est pas forcément de trouver une réponse. Et tu poses la question et tu remarques, est-ce que dans ton corps, t'as un stress ou une tension qui se crée à ce moment-là? Et est-ce que tu peux la reconnaître? Et est-ce qu'à partir du moment où tu as appris à reconnaître cette tension, tu vas la revoir dans différents moments de ta journée? Tu vois? Donc c'est ce type de pratique dans la méditation qui te permet de mieux pouvoir implémenter derrière une philosophie comme le stoïcisme, parce que tu as appris à reconnaître des choses en toi-même que autrement te seraient semblées, enfin, t'aurais pas su les voir. Moi, pour le coup, j'ai pas vraiment réussi en méditation. Donc, pour ceux qui vont prendre du mal en méditation, moi, ce que je conseille, et ce qui a par contre a été beaucoup plus facile pour moi, c'est dès que je ressens de l'énervement ou de l'irritation, juste regarder autour de moi, observer pendant peut-être 15-20 secondes. Et c'est incroyable les effets que ça a. C'est-à-dire que, en fait, faut avoir une observation assez active. Tu as remarqué, tiens, il y a une voiture rouge, tiens, il y a. Et forcément, je pense que ton cerveau est incapable de réfléchir à deux choses à la fois. Enfin, moi, peut-être le mien est limité. Et donc, la source de l'énervement, je l'oublie assez rapidement, en fait. Et une fois que je reviens, tu vois, je me suis calmé et l'énervement est parti. Et ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Tu vois, une personne chiante en service client, même si c'est dans ta propre chambre, tu regardes un peu autour de toi, tu remarques quelque chose, tiens, cette tache au plafond que tu n'avais pas remarqué. Euh, et aussi, enfin, si tu donnes, par exemple, moi, les queues, je supporte plus. Enfin, je supporte jamais, je n'ai jamais supporté. Et les queues, c'est mon parfait, les files d'attente pour justement regarder un peu autour de toi, observer et laisser un peu cet énervement, cette irritation s'estomper. À mon avis, c'est un super conseil et ça se rapproche pas mal de différentes idées de méditation. Pour moi, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que tu vas t'ancrer dans l'environnement physique et dans les sensations physiques et dans le monde qui t'entoure, au lieu de t'ancrer dans ton propre cerveau, où ton cerveau il tourne, il tourne, il tourne, il tourne, et tu t'obsèdes pour un truc. Et en fait, le fait de t'ancrer dans le monde qui t'entoure, ça te ramène à la réalité et ça te redonne la perspective de ce qui est réel et de ce qui est imaginaire.
et tu arrêtes de confondre tes pensées avec la réalité. Et je pense que c'est plus facile que la méditation, parce que méditation, ce qui est assez compliqué, c'est que en même temps, il faut que tu penses à rien, mais toi, il faut que tu ressentes ton corps, ta respiration, ainsi de suite, que tu laisses passer tes Ouais. pensées. Alors que là, tu as observé autour de toi, remarqué que la voiture est rouge. Toi, c'est très. Tu as quelque chose avec lequel te distraire plus facilement. Donc, c'est peut-être un peu moins poussé que la méditation, mais c'est plus facile à adopter. Et peut-être que d'ailleurs, c'est plus facile ensuite de faire la transition. Je sais pas encore. Mais à mon avis, tu as eu raison de le mentionner, ça fait partie d'un outil que tu peux avoir au quotidien. Bon, après, tu as différents éléments. Évidemment, tu vas respirer, etc. Ça peut aider à... Tu vois, c'est un outil que tu peux avoir. Il y a pas mal de gens qui utilisent ça. Prendre des grandes respirations pour te réancrer dans les choses. Moi, bien souvent, tu vois, je vais... Même une seule inspiration, expiration, où tu te concentres bien dessus pendant 5-10 secondes, euh, ça te permet d'accomplir aussi ce sens d'ancrage dans l'univers physique. Et c'est marrant parce que c'est ce que font les gens naturellement. Tu sais, quand tu imagines une personne énervée qui va prendre une grande inspiration, c'est aussi pour essayer de voilà, se calmer ensuite. Je pense qu'il y a cet aspect essayer en tout cas, ouais, basculer ta pensée sur autre chose et éviter que ton cerveau s'enferme sur une seule pensée négative comme ça et tourne et tourne. Tim Ferriss qui l'appelle The Monkey Brain, Ouais. le chien, enfin, le chien, le, le cerveau singe. Et c'est un peu ça. Cette frénésie, moi, je trouve, elle est très. Et ça, c'est un truc assez intéressant. Je sais pas je pense pas que ce soit vraiment lié au stoïcisme en soi. Mais je sais pas si tu as remarqué dans des pays asiatiques, des fois, tu as des vieux sur le bord de la route ou par exemple même des gardes de sécurité qui vont regarder le vide pendant des heures sans rien faire, Ouais. qui ont cette capacité-là encore. Et nous, on n'a plus toute cette capacité-là. Il faut absolument notre cerveau soit stimulé. Sinon, il nous manque quelque chose, quoi. Et je me rappelle, j'avais demandé à un garde de sécurité à quoi tu penses. Parce que je me dis, il doit bien penser à quelque chose. Il reste juste assis, comme ça, il fait rien, il lit pas, il regarde pas son téléphone, il est juste assis à rien faire. Et je lui demande à quoi il pense. Bon, déjà, bon, il n'a pas compris la question, donc j'ai dû un peu essayer d'expliquer. Et il a dit qu'il pense rien. Son cerveau est totalement vide. Et ça, je trouve ça assez fascinant qu'il y ait des personnes qui ont encore cette capacité-là et d'autres qui, comme moi, par exemple, enfin, c'est un combat assez violent. Mais c'est quelque chose que beaucoup de gens cherchent. Je sais que beaucoup de gens aiment bien nager et ça leur vide la tête. Moi, évidemment, je vais courir. Et pour moi, courir me permet d'atteindre ce niveau-là. Moi, c'est la moto pour le coup. Ouais, j'ai aussi remarqué ça en moto, surtout quand tu fais des longs trajets. Ouais, le soir en moto, quand c'est un peu vide, c'est aussi, si tu te vides la tête assez facilement. Du coup, tu conduis pour le plaisir, pour la moto, ou c'est juste t'as des trajets à faire? Non, des fois, ça m'arrive quand je me sens un peu frustré, tout ça, j'ai juste. Notamment, généralement, en fait, quand je commence à fatiguer le soir, c'est là que les émotions négatives et la frustration vont facilement arriver. Et le problème, c'est que si je reste sur ces idées-là, je vais jamais réussir à m'endormir. Donc, souvent, ce que je fais, c'est quoi? Je pars. Marcher aussi, ça suffit, hein. Mais plus souvent, tu prends la moto, en plus, c'est sympa. Pendant 10-15 minutes, surtout s'il fait un peu frais, c'est vraiment pas mal. Je reviens et j'ai zappé, je peux juste aller me coucher directement. Euh, donc, faut ouais, chacun trouver, c'est un peu voilà, c'est les activités comme ça qui rapportent qui ramènent un peu de calme. Avant de terminer sur le stoïcisme, je voudrais qu'on puisse mentionner les ressources, les livres qui nous ont aidés là-dessus. Donc le premier, tu l'as mentionné, c'est Méditation de Marc Aurèle. Est-ce que tu peux rappeler rapidement le concept de méditation? La différence avec beaucoup de livres historiques, c'est notamment quand c'est un peu. Par exemple, la guerre des Gaules de César, le gros problème, c'est que c'est de la propagande, le truc. Alors que lui, Donc ce qui est il très écrit unique, pour être lu par la c'est postérité. ça. Et il y a aussi un biais politique, même il y a beaucoup d'historiens quand tu reviens au temps antique ou même moyenâgeux. Le gros problème, c'est qu'ils écrivaient avec un certain biais. Alors que là, c'est un journal intime et qui n'était pas prévu pour être publié. Donc c'est vraiment ses pensées à lui, toi. Il a aucun intérêt à mentir ou quoi que ce soit. Du coup, t'as vraiment les pensées d'un empereur romain qui justement a des responsabilités monstrueuses, qui a beaucoup de décisions très compliquées à prendre et qui a été d'ailleurs un excellent empereur. Et du coup, je pense qu'on peut considérer qu'un empereur romain qui est un des meilleurs empereurs romains qui ait jamais vécu, il fait peut-être partie dans le top 20 top 20 de toutes les personnes qui ont jamais existé, qui ont accompli le plus, quoi. Donc c'est intéressant, je trouve ça assez génial d'avoir ces pensées vraiment intimes. Et, euh, et lui, ce qui est vachement intéressant, c'est que vraiment il passe son temps à s'auto-corriger en fait.
constamment, il remarque ce qu'il a pas bien fait et il dit voilà, je devrais faire ça à la place. Voilà, faut pas que j'oublie de faire ça. Et ça, je trouve, c'est pour un empereur romain avoir cette conscience d'esprit, je trouve ça assez fascinant. Tu l'as lu plusieurs fois, Méditation, ou une seule fois? Je l'ai lu 2 fois. J'ai lu une fois en français, une fois en anglais. Euh, Ça change pas grand-chose, hein. Mais j'ai lu 2 fois et effectivement, la première fois, je l'ai lu vraiment dans. J'étais un peu en mode groupie en fait la première fois que j'ai lu. C'est-à-dire que j'ai pas, je pense, j'ai pas totalement compris le contenu de la substance, mais j'étais en train de me dire putain là, cette ligne-là que je suis en train de lire, ça a été écrit par un empereur romain, tu vois. J'étais un peu cet esprit-là. Et c'est ensuite à la deuxième lecture que j'ai vraiment cherché à comprendre voilà, ce qu'il voulait dire et comment surtout comment je pouvais adopter ça, ce qui est pas forcément naturel comme façon de penser. Du coup, si on reste dans le domaine des auteurs anciens, des auteurs originels du stoïcisme, il faut mentionner Sénèque. Je pense qu'on est d'accord pour dire de toute façon que s'il y a 2 livres à lire, c'est les lettres de Sénèque et Méditation, c'est vraiment les 2 livres sur le stoïcisme à lire. Ouais, c'est ça, les deux Et ils livres sont faciles à qui lire sont, pour qui le sont coup. très accessibles malgré leur âge. Donc voilà, Lettre à Lucilius, c'est l'histoire de Sénèque qui écrit à un gars qui s'appelle Lucilius, qui est un jeune ambitieux. On peut imaginer que c'est un jeune entrepreneur, presque. Tu peux imaginer qu'il écrit un jeune nomade digital de 2016, tellement c'est moderne. Et Lucilius écrit des lettres à Sénèque. On n'a pas les lettres de Lucilius. En général, on a toutes les réponses de Sénèque et les conseils qu'il lui donne et les histoires qu'il lui raconte pour le guider dans sa vie, pour l'aider à prendre de meilleures décisions. Très accessible, très, très facile à lire, très agréable. De temps en temps, j'ouvre une lettre, je me lis une lettre pour me remettre aussi dans une meilleure mentalité ou pour reprendre une certaine perspective sur les choses. Si on passe dans des bouquins plus récents, il y en a deux que je voudrais mettre en avant. Le premier qu'on a lu tous les deux, c'est The Obstacle is the Way de Ryan Holiday, qui est une lecture moderne du stoïcisme avec beaucoup d'exemples, qui vient de Ryan Holiday, qui est un mec qui a très rapidement réussi, très jeune, qui est devenu directeur marketing d'American Apparel quand il avait quelque chose comme 23 ou 24 ans, qui est devenu best-seller à l'âge de 25 ans, New York Times best-seller, donc qui a eu beaucoup de succès, mais qui a aussi eu beaucoup de difficultés, et qui a trouvé beaucoup de paix et beaucoup de calme dans la philosophie stoïque, et donc qui a beaucoup réfléchi à comment l'appliquer, qui a aussi une grande culture historique, donc de l'histoire même un peu plus récente dans les quelques centaines de dernières années, et qui combine tout ça pour mettre un peu en lumière les leçons qui sont contenues dans les anciens textes, qui a une bonne addition, je trouve, à cette bibliothèque. Je pense qu'il est vraiment fondamental et c'est quelque chose que j'ai réalisé tardivement, c'est quand tu es entrepreneur, tu as une certaine résistance aux difficultés. Tu pas envie de les accepter, toi, ça te fait chier, ça devrait pas être difficile, toi. Et à chaque fois une mauvaise nouvelle te tombe sur la gueule, toi, toi, ça te paraît anormal, en fait. Alors qu'en fait, les difficultés, les obstacles, c'est vraiment la normalité. Pour le coup, moi, ça m'a aussi beaucoup marqué ce livre parce que si tu changes de mentalité, que tu te dis les obstacles vont arriver, je vais les affronter un par un, voilà, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Si tu acceptes ça, c'est vraiment un grand soulagement et c'est très rassurant. Et du coup, ouais, c'est vraiment, vraiment ça. C'est l'idée, c'est que si à chaque fois qu'il y a une difficulté ou une mauvaise nouvelle qui t'arrive, toi, tu combats en soi la mauvaise nouvelle sans même essayer de la résoudre, mais le fait que ce soit une mauvaise nouvelle, être entrepreneur notamment, ça devient très vite très compliqué et très stressant. Exactement. Le dernier bouquin que je voudrais mentionner là-dessus, il s'appelle A Guide to the Good Life de William Irvine. On mettra le lien de tous ces bouquins de toute façon dans la description de cet épisode sur le site nomaddigitalpodcast.com. Ce bouquin-là est intéressant, c'est un bon complément à celui de Ryan Holiday, puisque ça a été écrit d'un point de vue totalement différent, où William Irvine, c'est un prof de philosophie, il me semble, qui approche, tu vois, de la cinquantaine, soixantaine, donc il n'a pas du tout ce côté très ambitieux de Ryan Holiday, ce côté où on va accomplir des choses, mais du coup, il a une vision différente, une vision plus âgé, tu vois, plus mature, plus détaché, il est plus intéressé par les questions, par exemple, de mortalité, etc. Donc il a une lecture différente des textes, mais c'est pareil, il te donne une réinterprétation, il te donne des exemples modernes, il te dit comment lui, il l'a appliqué dans sa vie, il t'explique aussi assez bien l'histoire du stoïcisme, et comment est-ce que le stoïcisme est un peu tombé en désuétude, comment est-ce qu'il est sorti de mode un petit peu, et pourquoi est-ce qu'il revient.
et tout ça, moi, je trouve que c'était un bouquin très solide, bien foutu, et qui m'a. Tu vois, c'est encore un autre point d'observation sur les mêmes idées de base, donc il t'apporte pas quelque chose de nouveau, mais il t'apporte un point de vue différent. Et comme moi je le répète tout le temps, le plus difficile, c'est pas de comprendre les idées et les mentalités, c'est de savoir comment les appliquer, comment les absorber. Et celui-ci m'a bien aidé de ce côté-là. Et je pense qu'on est tous les deux convaincus que dans les années à venir, le stoïcisme va gagner en popularité. Il s'étudie déjà beaucoup dans la Silicon Très Valley, clairement. et Ouais. je pense que ça va se propager peu à peu. Parce que pour moi, c'est vraiment, en tout cas dans mon expérience, c'est vraiment la meilleure réponse, justement, quand tu es. Enfin, dans mon cas, entrepreneur, c'est vraiment la meilleure réponse pour vivre ça le mieux possible. Euh, et il y a aussi un article que je mettrai sur le site. En fait, c'est un article vraiment assez court, peut-être 1500 mots, qui est une toute petite introduction au stoïcisme. Et je pense que vous allez accrocher direct parce que notamment il y a des citations de Sénèque et de Marc Aurèle qui sont juste géniales. Et ça va vous permettre, pour ceux qui sont un peu curieux mais qui n'ont pas envie de directement lire un livre, qui aimeraient juste savoir un peu de peut-être qu'on a mal défini, mal expliqué, vous comprendrez très bien avec cet article. Top. Sur ce, on vous refait un petit coup d'email. Si vous avez envie de recevoir la vidéo de Paul qui mange un cafard, vous pouvez vous inscrire à nos emails en vous rendant sur le site nomaddigitalpodcast.com. Chaque semaine, on vous envoie une petite newsletter avec des petits bonus, avec des petites réflexions, avec des liens qui nous ont intéressés sur la semaine. Donc vous pouvez vous rendre sur le site pour vous inscrire sur la page d'accueil. C'est très simple. Et puis, on ne va pas trop vous faire chier. On envoie un seul email par semaine. Et on en arrive sur la section lifestyle. Paul, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine? Ou plutôt, est-ce que tu nous recommandes les cafards? Non, je ne recommande pas. Non, Ceci tu dit, vas. d'un point de vue goût, c'est pas si terrible que ça. Donc je me dis, c'est justement, on parlait des douches froides par exemple. Là, c'est un peu la même idée. Si c'est une peur que vous avez de manger un cafard et que vous voulez vous prouver à vous-même que vous êtes capable, Chaque c'est matin, une bonne manger idée. un cafard pour vous prouver que vous pouvez faire n'importe quoi. C'est ça. Par contre, en C'est termes de. c'est Tony Robbins d'ailleurs qui mange un cafard chaque matin, on l'a pas dit, mais Ok, il va dans la douche froide, il mange un cafard, il marche sur des pierres chaudes, il passe sa journée à. le mec c'est un fakir. C'est ça. Ouais. Mais d'un point de vue culinaire, je recommande pas spécialement. Après, faut dire que j'ai mangé ça totalement cru, enfin cuit, mais c'est pas assaisonné. Apparemment, normalement, ça s'assaisonne aussi. Je crois que normalement, t'es pas censé manger certaines parties. T'es censé un peu découper ça. Moi, j'ai mangé le truc entier, donc peut-être que voilà. Il y a peut-être d'autres recettes à explorer. Je sais pas. Cool. Moi, on a parlé plusieurs fois dans dans cet épisode de douche froide et de froid, etc. Il y a un mec qui a pris ce concept du froid et qui l'a amené à sa conclusion logique, qui s'appelle Wim Hof. Et qui a entre autres le record du monde du mec qui est resté le plus longtemps dans un cube de glace. Je crois qu'il est resté plus de 2 heures et demie. Il a monté l'Himalaya en tongs, quoi, un truc comme ça, quoi. C'est ça, il a monté l'Everest en short et en tongs. Ce qui devrait être impossible, le mec il l'a vraiment fait. Il y a aussi un truc où des scientifiques lui ont injecté des toxines et ils ont découvert qu'il arrivait à supprimer sa réponse immunitaire aux toxines, ce qui est censé être absolument impossible. Donc le mec repousse un peu les limites de la science. Et lui dit qu'il fait ça justement via la méditation et via sa technique de respiration. Ouais. Donc c'est vachement intéressant. Et étonnamment, parce que c'est pas juste un gourou, tu vois, le mec, non seulement les scientifiques l'ont étudié, mais en plus il y a toute une étude où il a pris 12 mecs en Pologne, il les a entraînés pendant 2 semaines, et ensuite ils ont eux aussi reçu les toxines qui leur ont été injectées, et eux-mêmes avaient appris à faire ce que lui faisait. Donc il a vraiment des techniques qui sont très intéressantes. Et dernièrement, j'ai vu un documentaire sur lui qui s'appelle Inside the World of the Iceman, qui est un documentaire réalisé par Vice. Donc c'est du Vice, donc c'est assez superficiel dans le traitement, mais par contre... Ce que j'aime bien justement, c'est que le journaliste de Vice va avec lui et fait les trucs. Ouais. Donc là, le mec va en Pologne avec lui, va s'entraîner et il monte une montagne tous les deux
eux en short. Donc c'est pas l'Everest, mais c'est quand même une montagne, il y a de la neige, les mecs sont en parka et en bottes de montagne, et eux ils sont là en short à monter la montagne, et puis le mec de Vice qui a été avec lui pendant 2 semaines arrive à monter la montagne grâce à la respiration, etc. Donc vraiment visuellement c'est vachement intéressant. Le documentaire est sur YouTube, on donnera le lien. Ça fait partie de ces choses où tu questionnes un petit peu les limites des capacités humaines, et tu te dis waouh, putain, ça vraiment, si tu m'avais demandé, j'aurais juré que c'était impossible, et clairement non, parce que ce mec-là il l'a fait, et en plus il peut apprendre à d'autres gens comment le faire. Et ce que je trouve assez fascinant, c'est que c'est là que tu vois le mental affecte le physique et le physique affecte le mental. C'est vraiment ça marche dans les deux sens. Et, ça, notamment, ce qui est, je crois pas que tu l'aies mentionné, mais ils pensent que cette technique potentiellement pourrait permettre de détruire des cellules cancéreuses, ce qui serait assez monstrueux. Bon, je pense que c'en est encore assez loin, mais si tu es capable de modifier la réponse immunitaire de ton propre corps, il faut voir à quel point c'est incroyable comme concept, quoi. Ce serait. Moi-même, j'ai du mal à voir comment c'est vraiment. Toi, tu commandes à ton propre corps de pas avoir de réaction immunitaire. Ouais. C'est assez incroyable. Donc là-dessus, on va terminer parce que je ne sais pas comment rebondir sur ça. C'est vrai que c'est ouf. On va se quitter. On se retrouve bien sûr jeudi prochain pour un nouvel épisode du podcast Nomad Digital. D'ici là, vous pouvez bien sûr vous rendre sur nomaddigitalpodcast.com pour retrouver tous les épisodes du podcast, vous abonner, que ce soit sur iTunes ou par email, nous laisser votre avis, laisser un petit commentaire et bien sûr voir cette fameuse vidéo de Paul qui mange un cafard. On vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.